يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs d'El24 News, bonsoir et bienvenue au Pro de l'Écho, votre rendez-vous hebdomadaire dédié uniquement à l'économie. Je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver car ce soir nous allons aborder un thème qui a fait couler beaucoup d'encre en Europe et ailleurs. Il s'agit du Brexit et de ses conséquences économiques intramuros et extramuros de la Grande-Bretagne et du vieux continent. Après plusieurs mois de tractations entre Londres et Bruxelles et suite à un référendum en faveur du oui, le divorce entre les deux partenaires a été prononcé officiellement le 1er janvier 2021. En effet, 2 ans et quelques broutilles après son entrée en vigueur, nous avons aujourd'hui un peu de recul justement pour faire un premier bilan du Brexit et tenter de déceler le vrai du faux entre ce qui a marché et ce qui n'aurait pas marché ou peut-être moins fonctionné, marché, industrie, finance, PME ou encore investissement. Bref, que vaut le Brexit sur la balance de l'économie. Et comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Dossier exceptionnel, ce soir, invité exceptionnel. J'aurai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau des pros de l'écho Jacques Sapir. Vous êtes économiste et directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les derniers, Le grand retour de la planification et le protectionnisme. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Et pour vous accompagner, j'aurai autant de plaisir justement à accueillir et à souhaiter la bienvenue à Alexandre Cateux. Vous êtes également économiste, expert financier et également auteur de quelques bons ouvrages dans les nouvelles puissances mondiales. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Le même plaisir également, je l'aurai pour accueillir notre cher professeur Abdelrahman Mebtoul. Vous êtes expert économique international. Bienvenue professeur, merci de nous rejoindre. Je vous remercie de l'invitation. Mais avant de dérouler justement le tapis au débat, je vous propose de revenir sur les principaux indicateurs économiques post-Brexit de la Grande-Bretagne dans ce sujet préparé par la rédaction des Pros de l'Écho. 113 milliards d'euros par an, voici ce que coûterait le Brexit à la Grande-Bretagne à long terme. Ce fut l'un des divorces les plus retentissants de l'histoire. Le seul dans les tabloïds anglais ne s'était pas douté avant 2013, année à laquelle David Cameron annonce l'organisation du fameux référendum qui, 7 ans plus tard, sera à l'origine du Brexit, la seule naissance possible d'un divorce. Un mariage qui durait depuis 1973 prenait officiellement fin le 1er janvier 2021. Et pourtant, c'était bien l'un des prédécesseurs de Cameron et pas des moindres, Winston Churchill, qui appela en 1949 à la naissance des États-Unis d'Europe. Entérinée par Theresa May, la séparation de Londres et de Bruxelles sonne comme un aveu d'échec outre-Manche. Devant le fait accompli, l'économie britannique s'apprêtait à connaître un chamboulement digne des années de la révolution industrielle. Mais très vite, ce qui devait être une opportunité pour les entreprises de la Grande-Bretagne semblait peu à peu se transformer en un cauchemar. Faire face aux énormes difficultés économiques qu'engendrait le Brexit, accentué par 2 années de pandémie mondiale et un conflit militaire aux portes de l'Europe, s'avère plus compliqué que prévu. Pour Londres, c'est désormais 1 de perdue, 27 de perdue. Chiffre à l'appui, 77% des PME britanniques, selon The British Chamber of Commerce, déclarent que cela ne les aide pas
à augmenter leurs ventes ou à développer leurs activités. 56% ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles d'échange de biens, tandis que 45% ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles applicables au commerce des services. Et en attendant que le gouvernement trouve de nouveaux débouchés à l'export, notamment en Asie et en Afrique, la destination UE semble laisser place à une migration massive des entreprises britanniques vers l'oncle Sam. Le marché américain serait le principal bénéficiaire de la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique. Du côté de l'investissement, la donne semble plus ou moins la même. Un décrochage au moment du Brexit et un écart de 11% fin 2022, selon The Centre for European Reform, soit une perte de 12 milliards de livres pour Londres. Le pays aurait aussi tiré un trait sur 15 milliards de livres en commerce de biens depuis sa sortie de l'Union. Les investissements des entreprises seraient en baisse de 20%. En 2023, la Grande-Bretagne pourrait être le seul pays du G20 à entrer en récession. Allez, la parole à nos experts désormais. On va commencer avec le professeur Jacques Sapir. Justement, avant d'entrer dans les détails, dites-nous, professeur, quelle évaluation faites-vous de ces 2 années de Brexit sur le plan économique et quel est votre point de vue d'économie, justement, vis-à-vis de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Alors, en ce qui concerne l'évaluation, il est clair qu'il est encore trop tôt pour se faire une idée exacte des conséquences à long terme, des conséquences structurelles qu'aura le Brexit. En effet, nous avons eu une conjoncture économique particulièrement troublée avec la crise de la Covid-19. Nous avons aussi l'impact de décisions macroéconomiques qui ont été mauvaises, en particulier prises par Liz Truss. Certaines d'entre elles ont été maintenues, d'autres ont été révoquées par M. Sunak. Oui. Donc, il est encore beaucoup trop tôt pour se faire une impression exacte du Brexit. La seule chose que l'on peut dire, et cela c'était attendu, c'est qu'il y aura un changement des priorités dans l'import-export, que les liens avec l'Union européenne vont se détendre, que par contre d'autres liens vont tendre à s'affirmer, que ce soit avec le marché américain ou que ce soit avec les marchés d'Asie. Très bien, professeur, merci pour cette entrée en matière. Alexandre Kateb, même question. Quelle évaluation faites-vous, à la fois votre évaluation d'économiste par rapport à ces 2 années de Brexit sur le plan économique et votre peut-être sentiment personnel par rapport à cette sortie justement de Londres du carcan de Bruxelles? Je pense qu'il faut faire la part des choses, effectivement, entre des impacts à court terme et des impacts structurels à plus long terme. Concernant les impacts à court terme, ce qui est difficile à évaluer, c'est la part des difficultés rencontrées par l'économie britannique en raison du Brexit et celles qui sont liées à d'autres facteurs exogènes, comme la pandémie de la Covid-19 Oui. ou la vague inflationniste qui a touché le monde entier. Ce qu'on peut dire, c'est que le Brexit a en effet, dans les premières années après le référendum, impacté négativement l'économie britannique, notamment l'investissement et la confiance des entrepreneurs et des investisseurs. C'est quelque chose qui est vérifié dans les chiffres, puisqu'on voit que l'investissement a stagné durant cette période entre 2016 et 2020 à peu près en Grande-Bretagne, alors qu'il continuait à progresser dans les autres grandes économies du G7. Donc là, l'impact, il est évident. Néanmoins, il y a eu une reprise de l'investissement dans les derniers trimestres. Et d'autres facteurs sont venus contrarier ce mouvement, mais c'est des facteurs qui ne sont pas forcément liés au Brexit. Mais il est clair qu'il y a aussi un impact sur la circulation des travailleurs, par exemple, Notamment, oui. entre la Grande-Bretagne et le continent européen, qui a considérablement baissé suite à l'entrée en vigueur de la séparation entre
entre les deux partenaires. Et donc le retour des visas supplémentaires, le retour des visas et le retour d'un certain nombre de contrôles aux frontières beaucoup plus renforcés qu'auparavant. Donc il y a quand même des facteurs qui montrent que le Brexit a eu des effets négatifs à court terme. À long terme, c'est un autre débat et peut-être qu'on en reparlera. Ouais, très bien, ok. Merci Alexandre Kateb. Abdelrahman Mebtoul, en 2023, justement, la Grande-Bretagne sera le seul pays peut-être du G20 à entrer en récession. Le FMI prévoit une chute de 0,6% du PIB. La Banque d'Angleterre, qui vient de relever à 4% ses taux d'intérêt, anticipe que la récession devrait se prolonger l'année prochaine avec une baisse de 0,25% du PIB prévu. Est-ce là les symptômes ou les premiers résultats d'un échec peut-être économique programmé du Brexit? Abdelrahman Mebtoul, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors, je vous répète ma question. Alors, en 2023, la Grande-Bretagne sera le seul pays peut-être du G20 entré en récession. Le FMI prévoit donc une chute de 0,6% du PIB. La Banque d'Angleterre, justement, qui vient de relever à 4% ses taux d'intérêt, anticipe que la récession devrait se prolonger l'année prochaine avec une baisse de 0,25% du PIB prévu. Je vous demandais si vous pensez que ce sont là les symptômes ou les premiers résultats d'un échec économique peut-être programmé de ce Brexit. Bon, moi je pense qu'il faut d'abord replacer le Royaume-Uni dans sa dimension au niveau de l'économie mondiale. Le dossier que d'ailleurs vous abordez aujourd'hui est important pour l'Algérie dans la mesure où plus de 48,2% de ses importations et plus de 57% de ses exportations sont en direction de l'Europe. Et tout ce qui touche effectivement cette zone a un impact sur l'économie algérienne. Bon, comme ça a été mis en relief effectivement au début de votre mission, c'est que bien que ancien membre de l'Union européenne entre 1973 et 2000, le Royaume-Uni n'a pas adhéré à la monnaie unique européenne, l'euro, et les relations économiques sont traditionnellement fortes avec les États-Unis et les pays du Commonwealth dont l'Angleterre préside toujours la destinée, en rappelant que le Commonwealth compte quand même 54 membres, soit 2,5 milliards de personnes, ce qui représente un tiers de la place mondiale, et un PIB combiné qui s'élève à 13 000 milliards de dollars. Bon, au cours, effectivement, pour replacer le Royaume-Uni, qui a une population de 66,65 millions d'habitants, c'est la 6e puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut de 3 380 milliards de dollars, reposant bien entendu essentiellement sur le secteur tertiaire qui représente environ 73% du PIB. Oui, et là, comme pour répondre à votre question, ça a eu effectivement le retrait de l'Union européenne a eu effectivement un impact. Mais je voudrais quand même minimiser que l'impact économique et financier du Brexit est intrinsèquement difficile à mesurer. Le Brexit implique en effet une rupture dynamique économique établie depuis une cinquantaine d'années entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Comme vous venez de le souligner, c'est que le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a eu lieu le 31 janvier 2020 et les perspectives économiques du Royaume-Uni sont moins optimistes que pour la plupart des économies européennes, où le PIB où le pays connaît une inflation record de 11%, la plus élevée depuis plus de 40 ans, une crise sociale et une augmentation du coût de la vie, du fait que les coûts fixes des exportations vers l'Union européenne ont augmenté pour les entreprises, les nouvelles règles douanières et administratives ont entraîné une perturbation des approvisionnements du pays, qui a connu également des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, qui employaient beaucoup de travailleurs européens auparavant, et qui ont été exaspérés en raison des restrictions d'accès au marché du travail britannique.
Les impôts sont en hausse, se situant plus de 37% du revenu national, supérieur au cours des 4 dernières décennies. Le PIB britannique devrait se contracter, comme ça a été souligné dans votre émission, de 1,4% en 2023, alors que les prévisions précédentes anticipaient une croissance de 1,%. La dette publique britannique qui a atteint des sommets avec des dépenses liées à la pandémie et sur une trajectoire, d'après les experts britanniques, qui devient insoutenable, avec des hausses d'impôts, la réduction des dépenses, qui serait la seule solution, ou uniquement pour le dernier trimestre 2022, la dette publique britannique se situe à 2 850 milliards d'euros après reconversion. L'emprunt public baissant moins vite que prévu, pénalisé par l'inflation, et comme mes interlocuteurs précédemment l'ont souligné, avec la hausse des taux d'intérêt de la dette, et les projections de l'OBR prévoient que la dette pourrait dépasser dans quelques années plus de 100% du PIB. Un petit bémol quand même pour l'économie britannique. Pour conclure, professeur. Les réserves de change fin novembre 2022 sont estimées à 180 milliards de dollars et un taux de chômage modeste de 3,7%, mais dû surtout à la flexibilité du marché du travail. Très bien. Bon, j'espère qu'on abordera, j'ai préparé le dossier, les différents accords qui ont eu lieu récemment à Bruxelles, on les abordera, professeur. Qui concernent les accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui concernent 6 axes essentiels, mais pas les finances, qui ne sont pas concernées. Très bien, merci professeur pour tous ces chiffres. Jacques Sapir, justement, d'après un rapport de la British Chamber of Commerce datant de décembre 2022, plus de 3 PME sur 4, on vient de le voir dans ce sujet signé Leila Gertal, estiment que le Brexit ne les aide pas à augmenter leurs ventes justement ou à développer leur activité. Est-ce une situation qui peut perdurer selon vous, d'autant plus que pour le moment, Londres a du mal à trouver de nouveaux débouchés à l'export pour ses entreprises? Alors, c'est une situation qui, au départ, n'est pas liée directement au Brexit, est plutôt liée, je dois dire, à la difficulté à mettre en œuvre le Brexit. N'oublions pas que de 2016 à début 2019, il y avait une grande incertitude. Est-ce que le Brexit aurait lieu en dépit du référendum? Donc, ça a créé une incertitude. Et dans cette incertitude, il est très clair que l'investissement s'est contracté. On ne va pas investir dans une entreprise si on ne sait pas quel sera son futur. Donc ça, c'est tout à fait naturellement, réel. Après, nous avons eu le problème de la Covid. Et ce qui se passe aujourd'hui aurait dû se passer, en fait, immédiatement après que le Brexit ait été voté. Et c'est ça le problème, c'est que nous avons un décalage dans l'apparition des difficultés. Tout le monde savait qu'il y aurait des difficultés dans la période initiale du Brexit. Simplement, ces difficultés, elles ont été masquées par l'impact de la crise de la Covid, qui a d'une certaine manière retardé l'apparition des phénomènes. Après, on peut penser aussi que ces phénomènes ne dureront pas, mais cela dépend beaucoup de la politique macroéconomique qui sera prise par le gouvernement britannique. Et autant on pouvait penser que la politique qui était souhaitée par M. Boris Johnson aurait pu permettre un développement justement des perspectives de ces petites et moyennes entreprises, autant ce qui se passe aujourd'hui avec la politique qui est suivie, qui a été mise en place d'abord par Mme Truss et puis après par M. Sunak, c'est une politique qui, d'une certaine manière, maintient les petites et moyennes entreprises plutôt dans un cadre d'incertitude. Très bien, professeur. Alexandre Kateb, même question. Plus de 3 PME sur 4 estiment que le Brexit ne les aide pas à augmenter leurs ventes ou à développer leur activité. Et c'est une situation qui est amenée à perdurer si jamais de nouveaux débouchés à l'export, comme annoncé auparavant, ne sont pas trouvés par Londres. Professeur Alexandre Kateb, on a du mal à vous entendre. Peut-être que vous avez coupé votre micro. Voilà. Très bien. C'est beaucoup mieux là, je pense. Allez-y, vous avez la parole. Merci. En fait, effectivement, comme vous l'avez indiqué, les perspectives pour les PME ne sont pas aujourd'hui très réjouissantes. Mais c'est davantage dû à la monospécialisation de l'économie britannique
et à la désindustrialisation que cette économie a connue durant les 30 dernières années. Les gouvernements conservateurs notamment qui se sont suivis, et même les gouvernements du Labour, notamment Oui. de Tony Blair et de ses épigones, n'ont pas réussi à inverser cette tendance et l'ont même accentuée d'une certaine manière. Et donc on se retrouve dans une situation où en fait vous avez la City de Londres, Oui. ou le Grand Londres, qui possède une économie dynamique fondée sur des services de la connaissance et sur la finance, et le reste du pays, pour schématiser, qui est dans une situation de trappe à productivité et de trappe à pauvreté. Et donc l'enjeu, c'est d'essayer de recréer cette cohésion économique et de hisser vers le haut l'économie du pays en diversifiant sa production et notamment en misant beaucoup plus sur les industries high-tech et sur un certain nombre de secteurs qui ont été délaissés jusqu'à présent, par exemple la santé. Très bien. Jacques Sapir, plutôt Abdelrahman Mebtoul, pardon, même question par rapport à ces nouveaux marchés ou nouveaux débouchés à l'export qui devraient être trouvés justement par Londres au profit de ces entreprises. Si jamais ils n'ont pas lieu, parlez-nous de ces 6 axes justement sur les accords ou les nouveaux accords commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne qui peut-être serait une alternative, du moins à court terme. Bon, vous savez que la majorité des échanges de la Grande-Bretagne se font avec l'Europe. Hein. Là, il y a pour trouver d'autres alternatives, parce que les échanges commerciaux avec l'Union européenne et les Royaumes-Unis s'élèvent à 700 milliards d'euros par an. Le Royaume-Uni, dans le récent accord avec l'Union européenne, souhaitait toujours profiter du marché de 450 millions de consommateurs qu'offre l'Union européenne. Mais là, effectivement, les négociations à Bruxelles et les accords conclus font que les entreprises du Royaume-Uni, pour profiter de cet accord unique, doivent se plier aux règles et normes européennes. Oui, pas de droit de douane donc, mais la restauration d'un contrôle aux frontières avec des déclarations d'importation et d'exportation pour les deux parties, avec de nouveaux coûts dans les échanges. Donc de la bureaucratie. Bon, comme vous l'avez souligné, c'est que trouver d'autres espaces d'échange pour les entreprises. Vous savez que au niveau, si on inclut le Royaume-Uni au niveau de l'espace européen, les pays qui connaissent la plus grande désindustrialisation, comme je l'ai souligné précédemment, 73% effectivement du PIB britannique, c'est à reposer sur la City, la France avec sa désindustrialisation. Oui. Les deux pays qui ont en Europe une industrie relativement forte, c'est effectivement l'Allemagne et l'Italie, hein, reposant sur des PMI, PME innovantes. Bon, la Grande-Bretagne peut s'appuyer, comme je l'ai dit, sur peut-être le Commonwealth, pour des raisons historiques. C'est un marché d'1,2 milliard d'habitants, mais ce n'est pas pour demain. Très bien, professeur. Alexandre Kateb, justement, plusieurs secteurs sont touchés par la baisse des échanges avec l'UE. Des bras de fer sont nés justement depuis un petit moment avec la France notamment et ce fameux quiproquo sur les licences de pêche. De quoi s'agit-il au juste et est-ce que de pareils litiges justement peuvent voir le jour dans d'autres secteurs ? Oui, c'est des litiges qui sont nés dans le sillage du Brexit et des négociations difficiles qui ont été conduites pour définir les contours d'un nouvel accord et d'un nouveau partenariat entre les deux ensembles, que sont la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et la question de la pêche, en effet, a dû être traitée parce qu'elle avait des conséquences immédiates, évidemment, sur l'activité des pêcheurs français dans la zone conjointe avec
la Grande-Bretagne Oui. et inversement. Et donc, il fallait Au niveau de définir la un nouveau Manche et cadre. de l'Atlantique, Voilà, précisons-le. de la Oui. Manche et de Oui. l'Atlantique, avec la France et l'Espagne et le Portugal notamment. Et donc, effectivement, il fallait définir un nouveau cadre de relations, mais je pense que après un certain nombre de passes d'armes, un accord a été trouvé, un compromis a été élaboré, et globalement, ce compromis semble satisfaire les parties. Mais tout ça fait partie de ces disputes temporaires qui sont nées dans le sillage du Brexit. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se projeter en avant, et ni l'Union européenne ni la Grande-Bretagne finalement n'ont intérêt à compliquer davantage les relations économiques. Il y a plutôt une volonté aujourd'hui de simplifier ces relations, et d'après certains journaux et certaines rumeurs, il y a des négociations qui sont conduites aujourd'hui en secret pour Oui. alléger un certain nombre de mesures et de restrictions, notamment sur les importations, de contrôles douaniers qui ont été érigés suite à l'entrée en vigueur du Brexit. Donc on va plutôt vers l'apaisement. Très bien, Alexandre Kateb. Je reviens vers vous, Abdelrahman Mebtoul, en attendant le retour justement du professeur Sapir. Alors, nous le disions un instant, malgré un engouement affiché par Londres quant à de nouveaux accords commerciaux avec l'Asie et l'Afrique, notamment, beaucoup d'experts dénoncent un alignement plutôt systématique de l'économie britannique sur celle des États-Unis depuis le Brexit. Allons-nous assister à terme, disons-le, à un accord de libre-échange entre les deux parties qui se prépare? Or, vous savez que les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni sont souvent similaires, tant sur le plan économique, mais surtout sur le plan militaire et dans le cadre de la diplomatie des affaires étrangères. L'Angleterre a toujours effectivement suivi les positions. Quant à l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni, n'oublions pas quand même que pour replacer l'économie mondiale comme je l'ai dit précédemment, dans sa véritable dimension, c'est que les États-Unis sont actuellement la première puissance économique mondiale, naturellement, oui, avec 24 796 milliards de dollars de PIB pour fin 2022, suivi de la Chine, 17 950 milliards de dollars, et effectivement de l'Union européenne, plus de 14 000 milliards de dollars. Bon, ça veut dire que les États-Unis, effectivement, dans les relations commerciales avec la Grande-Bretagne, si on analyse la structure de la balance commerciale, sont un partenaire privilégié du Royaume-Uni. Mais ça ne peut pas se limiter qu'aux États-Unis. Je pense que le Royaume-Uni, comme je l'ai dit précédemment, d'abord son premier partenaire, c'est l'Europe. Puisque les échanges voulaient donner le chiffre de l'Union européenne, c'est 700 milliards d'euros. Et le deuxième élément, elle peut prospecter vers le Commonwealth, oui, également, dont pour des raisons donc, historiques, le Canada, l'Australie, oui, des relations relativement cordiales, oui, pour ne pas dire encore oui, que certains pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne commencent à se diriger vers la Chine, l'Inde et certains pays émergents. Donc, toujours est-il, c'est que, pour répondre directement à votre question, il faut, pour redynamiser effectivement l'économie du Royaume-Uni, il ne faut pas effectivement qu'elle se pesantille uniquement sur les relations
Outre-Atlantique. Avec les États-Unis. Hein. Moi, je Très bien, pense professeur. qu'il y a de nombreux experts au niveau de la Grande-Bretagne qui pensent effectivement se diriger vers l'Afrique, vers l'Asie, pour essayer de trouver de nouveaux débouchés. Très bien. Merci, professeur. À court terme, on le voit à travers les différentes négociations. Je vous rappelle que les différentes négociations auxquelles le Royaume-Uni tient énormément ont reposé sur 6 axes principaux, directeurs, qui sont la concurrence avec l'Europe, la gouvernance, le problème de la pêche. Oui, on vient d'évoquer avec Alexandre Kateb, justement. Dans le marché unique, le Royaume-Uni a repris possession pleine et entière de ses eaux territoriales, ce qui partageait avec les pêcheurs européens. D'où le conflit avec la France, on le voit avec la France. Parce que n'oublions pas que la négociation maritime a relevé d'un enjeu plus politique économique, puisque ce secteur représente 0,1% du PIB britannique et 650 millions d'euros pour l'Union européenne. Très bien, professeur. Aux 700 milliards d'échanges commerciaux. Ainsi, les pêcheurs européens doivent renoncer à 25% de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques. Très bien, professeur. Certains, loin des premières exigences du Premier ministre britannique, qui exigeait 80%. Donc, toujours est-il... Rapidement, professeur, si vous le voulez bien. On ne sait pas quelles sont les perspectives d'avenir du Brexit, parce que pour l'instant, c'est que les conséquences sont beaucoup plus négatives que positives. Quitte à trouver, comme vous le dites, si c'est très bien dans votre émission, d'autres débouchés pour leur entreprise. Mais n'oublions pas que le Royaume-Uni s'est désindustrialisé. Il a reposé effectivement son économie surtout sur les services qui représentent 73%. Très bien, professeur. Je passe sans plus attendre au professeur Sapir, justement. Professeur, selon Bloomberg, l'investissement des entreprises a progressé de 19%. Je continue à vous titiller avec mes chiffres, même si vous m'avez bien précisé qu'il est un peu trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais voilà, 19% moins vite que dans les autres pays du G7 depuis le Brexit. Là aussi, à quoi ce ralentissement est-il dû si on fait abstraction d'une part des conséquences de la Covid-19 et d'autre part du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine? Il y a tout d'abord une très grande incertitude qui elle-même est le produit de la crise de la Covid-19. Je vous l'ai dit, en réalité, le Brexit qui aurait dû se mettre en place à partir du moment où il y a eu le vote fin 2019 et son entrée officielle en 2020, malheureusement, ça a correspondu à la crise de la Covid-19. Donc, il y a d'une certaine manière 2 années qui ont été perdues. Ça, c'est le premier point. Après, il est vrai aussi qu'il y a des causes interne à la Russie, et il y a une politique menée ces derniers mois par, si vous voulez, à partir du moment où Boris Johnson a été obligé de quitter le 10 Downing Street, il y a une politique qui a été menée par les successeurs de Boris Johnson qui elle-même produit de l'inquiétude. L'inquiétude produite par les plans d'expansion de la dette publique qui étaient ceux de Madame Truss, l'inquiétude quant à l'évolution de la fiscalité, ça c'est plutôt le versant de Monsieur Sunak, et donc tant que l'on n'aura pas clarifié ces questions, il me semble effectivement difficile de dire si l'investissement est réellement impacté par le Brexit ou n'est pas peut-être plus impacté là par des questions de politique économique interne. Nous le saurons peut-être en 2023. Alexandre Kateb, selon la London School of Economics, la sortie de l'UE a entraîné justement une hausse des prix alimentaires de l'ordre de 6% en 2 ans, avec un surcoût de plus de 7 milliards d'euros pour les foyers britanniques. Est-ce principalement dû, à votre avis, à l'instauration de barrières non tarifaires? C'est dû en partie à l'instauration de ces barrières non tarifaires. Mais c'est également dû à l'inflation alimentaire mondiale qui a été importée par la Grande-Bretagne comme beaucoup d'autres pays et qui a été renforcée par la baisse de la livre
qui a été constaté au cours de l'année précédente et qui s'est accentué au moment des crises politiques qui ont été évoquées par le professeur Sapir. Ouais. Donc tout ça se conjugue pour augmenter les prix et il y a aussi les prix à l'énergie qui ont fortement augmenté, même si le gouvernement a mis en place une enveloppe pour Assez conséquente, soutenir, oui. voilà, une enveloppe assez conséquente pour soutenir les ménages, mais quelque part, ce type de mesure ne fait que repousser le problème, hein, et c'est ce qu'on pourrait voir aussi en France, par exemple, où ce type de mesure a été mis en place par le président Macron. Donc tout ça, c'est éminemment inflationniste. Que l'impact soit immédiat ou qu'il soit différé, de toute manière, il y a un problème d'équilibre entre l'offre et la demande qui ne peut être résolu, sauf hausse de la production et de la productivité, que par une hausse des prix. Très bien, je reste avec vous, Alexandre Kateb, parce que le Brexit ou les conséquences du Brexit, c'est aussi la finance avec des retombées sur l'activité de la City, qu'on dit fragilisée, elle aussi. Le passeport financier qui permettait justement à la Grande-Bretagne et sa place londonienne de vendre des produits financiers dans toute l'UE a été perdu. Comment se porte la City depuis 2 ans? On a vu par exemple que JP Morgan a commencé à rentrer dans un mouvement de délocalisation vers d'autres pays de l'Union européenne. Oui, la question se pose principalement vis-à-vis de l'Union européenne et des activités qui sont liées à l'économie européenne, notamment les transactions de change, euro-dollar par exemple, sur lesquelles Londres a occupé et occupe toujours la première place en Europe. Également sur la dette européenne, y compris la dette des grands pays comme la France et l'Allemagne, et les produits dérivés qui sont associés à cette dette, dont les encours se comptent en dizaines de trillions d'euros, bien plus que l'encours nominal de la dette elle-même. Oui. Et tous ces produits dérivés, en fait, dans le on va dire qui sont fondamentaux, en fait, qui sont indissociables de la dette elle-même, eh bien tout cela continue à se traiter majoritairement à Londres, même si tendanciellement on peut observer et on peut craindre une certaine baisse de ces volumes, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas véritablement d'alternative à la City en Europe, que ce soit à Francfort, Paris ou d'autres places. Ces places n'ont pas la taille critique que Londres possède aujourd'hui et continuera de posséder à l'avenir. Très bien, Alexandre Kateb. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Nous avons néanmoins une petite minute à vous consacrer, Abdelrahman Mebtoul, pour une dernière question. Comment voyez-vous justement l'évolution des conséquences économiques de ce Brexit durant les prochaines années, c'est-à-dire à moyen long terme, à la fois sur la Grande-Bretagne, mais également sur les pays de l'Union européenne? Abdelrahman Mebtoul. Je n'ai pas bien saisi votre question. Alors, je disais, il nous reste une petite minute que nous allons vous consacrer. Comment voyez-vous l'évolution, justement, de ce Brexit durant les années à venir, à la fois sur la Grande-Bretagne, mais également sur les pays de l'Union européenne? Bon, vous savez, rapidement, si vous le voulez bien. Moi, je pense qu'il va y avoir un marché de raison entre, effectivement, les politiques britanniques et européennes, à la fois pour des questions géostratégiques et économiques. Les derniers accords conclus à Bruxelles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le commerce est très très clair pour effectivement arriver à un compromis qui ne perturbe ni les économies britanniques ni les économies européennes, notamment où la Grande-Bretagne
s'est accordé à se plier aux règles et normes européennes, pas de droits de douane, mais la restauration d'un contrôle aux frontières avec déclaration d'importation et d'exportation pour les deux parties. La concurrence aussi, l'accord pour éviter de voir s'installer un paradis fiscal à sa porte qui aurait créé une concurrence déloyale sur le continent européen. Le Royaume-Uni a donné son accord pour s'aligner sur les règles européennes en matière d'environnement, des droits sociaux, de fiscalité, de sécurité alimentaire ou encore d'aide à l'État. Quant à la gouvernance, il y a eu un accord signé entre les deux parties sur effectivement le respect que les deux parties feront appel en cas de désaccord au Conseil de partenariat. Et pour la pêche, je l'ai évoqué précédemment. Concluez, je vous prie, professeur. Il y a eu un accord aussi sur la sécurité. Oui. Le nouvel accord prévoit une poursuite de collaboration des autorités policières et judiciaires dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Enfin, sur la circulation des personnes, professeur. Très bien. Fin de libre circulation des Européens au Royaume-Uni, inversement depuis le 1er janvier 2021, mais des procédures souples ont été mises en œuvre. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ne sont pas concernés les services financiers, dont l'importance de la City, où depuis le 1er janvier 2021, la Cité n'a plus la possibilité de vendre ses produits financiers. Malheureusement, professeur, le temps qui nous était imparti est terminé. C'est la fin des pros de l'écho. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.